J'ai 50 ans. C'est pas rien, 50 ans. Puis à la fois, c'est pas si grave. On se sent plus libre. À 60, ça va être moche. Je vais tout lâcher. Humoriste, c'est pas un gros mot. Je trouve qu'il y a de la noblesse à être humoriste. Je suis comédienne de formation, je trouve ça pompeux. Artiste aussi, parfois, je trouve ça pompeux. Parce que quand on se définit comme artiste, parfois c'est pour s'extraire du monde, alors que moi, je me sens très très ancrée dans le monde qui m'entoure. Ce qui me définit, c'est de manquer de légèreté, mais d'avoir envie d'en rire quand même. C'est pas le chemin le plus simple pour arriver au rire, et c'est celui que j'ai choisi. Bonjour Sophia Aram. Bonjour. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Alors vous rêviez d'être journaliste, mais plutôt que de raconter l'actualité, vous avez choisi d'en rire, de vous moquer de cette époque qui cède si facilement à la bêtise, à la violence. On va parler de votre parcours qui vous a conduit notamment jusqu'au studio des Champs-Élysées pour ce spectacle Le Monde d'après qui part en tournée. Mais avant, une petite balade au musée Bourdelle qui abrite le célèbre atelier du sculpteur. Ça vous tente ? Ah mais moi je vous suis, j'adore cet endroit. Allez, alors on y va, c'est par là. Le musée a fait peau neuve après 2 ans de travaux et 7 mois de fermeture. L'atelier du peintre a été rénové à l'identique, mais le parcours de la visite, lui, a entièrement été repensé pour permettre de mieux comprendre qui était Antoine Bourdelle et quelle est sa contribution à l'histoire de la sculpture. Donc là, on est devant Héraclès. L'imposant. Qui symbolise l'un des 12 travaux d'Hercule, lequel ? C'est l'exploit d'Hercule lors duquel il tue les oiseaux du lac Stymphale. Donc c'était des oiseaux carnassiers qui se nourrissaient de chair humaine. Waouh. Et donc Hercule s'apprête à décocher l'une de ses flèches mortelles. Sophia, est-ce que vous les sentez, les oiseaux maléfiques, voler au-dessus de nos têtes ? Mais effectivement, c'est une atmosphère, Bourdelle. Hein. Il y a vraiment, il y a de la noirceur, et là, il y a la force d'Héraclès. Cette sculpture, elle est vraiment imposante, et puis on sent le modèle complètement tordu, le corps dans l'effort. Enfin, moi, je la trouve vraiment impressionnante, celle-ci. Sophia, souvent les artistes se nourrissent du tragique. Est-ce que les humoristes aussi ? Ah bah oui. Ouais. Oui. Non, évidemment, le tragique, on préfère en rire parce qu'on en pleure à longueur de journée. Voilà, donc nous, on essaye de transcender tous ces malheurs qui nous entourent, évidemment. J'aime bien être comparée à Bourdelle. Apollon, c'est son œuvre majeure. Expliquez-nous pourquoi. Apollon, c'est vraiment l'œuvre par laquelle il trouve son style. C'est une œuvre qui a une histoire très longue parce qu'au départ, il a fait poser un modèle italien qui avait un visage très osseux. Et puis, il a abandonné l'œuvre en cours de création, il la laisse dans son atelier et comme il modèle en terre, la terre n'est pas cuite, elle craquelle. Donc quelques années plus tard, il le reprend. Et ce qui est passionnant, c'est qu'il en fait une image de ce dieu, qui habituellement, on le voit plutôt comme une figure de dieu solaire, évidemment, c'est le dieu du soleil. Ah oui. Mais là, c'est plutôt un dieu vengeur. Et donc, cette dualité se voit bien dans son visage, puisqu'il y a un côté sur lequel il laisse beaucoup plus les cicatrices et l'autre sur lequel il les lisse plus. Il a été longtemps le disciple de Rodin, pendant plus de 18 ans, c'est ça ? Alors en fait, en réalité, il taillait des marbres pour Rodin, on lui livrait le plâtre, il taillait le marbre ici, et en même temps, il avait sa propre pratique. Et là, il dit lui-même, à partir de là, je me détache totalement de Rodin, je propose autre chose. Bourdelle, c'est aussi l'homme qui a participé à la création du Théâtre des Champs-Élysées. C'est pour ça que vous avez voulu nous emmener au musée Bourdelle. Mais oui, Bah oui. c'est un clin d'œil. J'ai de la chance d'avoir les fresques tous les jours. Oh là là. Et donc, on est dans l'entre-là, où tout s'est créé, en réalité. Oui, exactement. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il a fait, Antoine Bourdelle, pour ce Théâtre des Champs-Élysées ?
Donc, il a finalisé le dessin de la façade et puis il a fait ces immenses hauts reliefs qui sont vraiment colossaux. C'est la première fois qu'il vraiment il s'attaque à ce rapport entre sculpture et architecture qui l'a totalement passionné. Il y a toujours un débat quand on fait de la sculpture pour orner un bâtiment, en général, et souvent à la fin du 19e siècle, l'idée c'est de rentrer en compétition, de sortir du bâtiment. Et lui, au contraire, il va considérer qu'il travaille vraiment dans le plan du mur. Et il y a une harmonie entre ces reliefs et l'architecture. Je crois qu'il adorait le spectacle vivant. Ça lui a donné envie de sculpter dans le mouvement. Oui, alors c'est la figure d'Isadora Duncan, qui est cette danseuse américaine, qui est une des pionnières de la danse libre. Il la rencontre une première fois et puis surtout il la voit danser et là il a une révélation totale et c'est juste avant d'entreprendre les fresques du théâtre des Champs-Élysées. Il raconte que justement dans cette fresque de la méditation d'Apollon, c'est autant de figures d'Isadora qui s'envolent comme ça vers le dieu et on va retrouver en fait ce qui fait vraiment les marqueurs de la danse d'Isadora Duncan, donc les pieds nus, une liberté aussi dans le costume, hein, dans le corps, les voiles, les corps, une grande tunique qui laissait le corps complètement libre. C'était très nouveau, c'était la seule à le faire et ça avait choqué énormément à l'époque. Ouais. Bon, Sophia Aram, est-ce qu'on peut empêcher, selon vous, le monde d'après de basculer dans le drame? Vaste question. Il faut tout faire pour, en tout cas. Je refuse de me résigner. C'était un peu l'idée de ce spectacle. C'était un peu de regarder, parce que je pense que sincèrement, des gens y ont cru. À un monde d'après qui aurait pu être meilleur. On voit ce qui se passe entre Israël et le Hamas. Enfin, partout où on regarde, c'est désespérant. Donc il faut qu'on s'arme d'un esprit éveillé tous. Moi, à ma petite échelle, l'idée, c'est de me foutre de la gueule de tous les décérébrés. J'ai un langage qui n'est pas très châtié, j'en ai conscience, mais de me moquer gentiment de tous les timbrés qui nous entourent. Et ceux-là, je pense qu'il faut vraiment les montrer, s'en moquer et dire attention, c'est pas eux qu'on a envie d'écouter. La vraie question, c'est est-ce qu'on peut rire avec Dieu? Moi, pendant longtemps, j'ai répondu oui, mais à condition qu'il trouve ça drôle. Alors que maintenant, on sait. On peut rire avec Dieu, mais à condition d'être sous protection policière. Vous pensez que l'humour, c'est une arme pour mener ce combat? C'est la seule que j'ai. Donc moi, je fais avec ce que j'ai. Je ne suis pas sûre que ça révolutionne le monde, mais en tout cas, c'est tout ce que je sais faire. Donc je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Les cibles de votre humour de combat sont nombreuses. Je vais en citer quelques-unes et vous m'en dites quelques mots. Les wokistes. Les wokistes vous agacent. Je supporte pas très bien l'idée qu'ils s'approprient ces combats et qu'ils nous interdisent de les mener sous prétexte qu'on n'aurait pas la bonne façon de faire et qu'eux auraient le monopole du combat à mener. Donc non, je suis féministe, je lutte contre toute forme de discrimination avec mes mots, et c'est peut-être pas les leurs, mais tant pis. Les antivax? Ah, les antivax. Ils nous ont tellement gonflés, mais ça nous a fait perdre un temps fou quand on y pense. C'était tellement incroyable qu'on réussisse à pondre un vaccin dans les délais qu'on a vécu. C'était inouï. Les gilets jaunes? Les gilets jaunes, surtout quand on est dans le quartier, on se souvient qu'ils nous ont aussi fait beaucoup de tort. J'ai une copine restauratrice qui est venue voir le spectacle l'autre soir et qui m'a dit que son restaurant avait fermé. On est là, mais c'est oui, t'es là. Je sais que t'es là tous les samedis, t'es là. Ça fait 5 ans que t'es là tous les samedis avec ton gilet jaune. Tout est là, je sais que t'es là, mais pourquoi t'es là? L'idée du mouvement, du soulèvement des gilets jaunes au départ, elle était tout à fait légitime. J'entendais cette révolte, cette colère. Vous pouvez évidemment comprendre que des personnes s'indignent d'une taxe qui arrive comme ça, sans beaucoup de pédagogie. Il y a eu beaucoup de colère, pas beaucoup d'idées. Les islamistes? Les islamistes, il faut combattre. L'islam politique, de toutes parts et de tout temps, j'ai combattu, oui. Oui, il faut combattre. C'est un mal qui gangrène non seulement la France, l'Europe, le monde. L'islam politique est quelque chose qu'il faut combattre, oui. Un groupe de personnes trans venues soutenir l'appel des organisations musulmanes de lutte contre l'islamophobie, victimes de violences au sein du cortège. Ouais.
Oui, visiblement, le soutien n'était pas réciproque. Vous êtes une fille d'immigrés berbères marocains, vous avez grandi dans les MJC, dans les associations de quartier, vous êtes une fille des années 80, une fille de la génération Touche pas à mon pote, vous en avez fait du chemin depuis. Mais oui, et j'en suis assez fière. Quand on est comme moi, fille d'immigrés, et qu'on est aujourd'hui, je me sens privilégiée. J'ai la chance d'être là où je suis parce que ce pays, mon pays, l'école de la République, ce que vous citiez, c'est-à-dire les MJC, les associations théâtrales, culturelles de la ville dans laquelle j'ai grandi, m'ont permis de faire ce chemin-là. Et je suis extrêmement reconnaissante. Je ne me sens pas transfuge de classe. Je me sens, j'ai bien progressé et j'ai eu de la chance. Ouais. Dans votre galerie de portraits interprétée sur scène, il y en a une. Il y a un personnage qui échappe à vos foudres. C'est votre tante Fatiha. Je prononce très bien. Bravo. La tante Fatiha, elle incarne à la fois la douceur, le bon sens, vos origines marocaines, une certaine nostalgie aussi. C'est pas un personnage nostalgique, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est le bon sens populaire en fait. Elle n'existe pas. J'ai pas de tata Fatiha, je suis désolée de décevoir. Mince, je suis hyper déçue. Je l'ai inventée pour pas. Non, mais sinon je me serais foutue à dos toutes mes tantes. Oui, c'est ça. Si j'en avais choisi une. Une. Non, j'ai préféré l'inventer en mixant un peu les influences de toutes ces femmes qui m'ont inspirée étant gamine et puis qui avaient ce côté brut de décoffrage, sans filtre, qui disent les choses comme elles leur viennent. Et elle apporte aussi cette spontanéité-là et cette fraîcheur-là, oui. Là, on vous sent très apaisé. Et pourtant, quand on vous regarde sur scène, quand on vous écoute à la radio, on sent cette colère bouillir en vous. Qu'est-ce qui pourrait l'apaiser, cette colère ? Alors là, je suis apaisée parce que sinon, je serais fatigante pour tout le monde si j'étais constamment en colère, comme je peux l'être. Je pense qu'effectivement, au fond, il y a une colère, mais je pense qu'on l'a tous, cette colère. On essaye d'en faire quelque chose. C'est un moteur, on essaye de transformer ça. Tout à l'heure, je reprochais à ceux qui n'avaient que de la colère et pas assez d'idées. J'essaye de le transformer, de passer à autre chose, passer outre cette colère pour en faire quelque chose de positif. Mais je ne vois pas comment ne pas être en colère quand on voit tout ce qui arrive aujourd'hui. Est-ce qu'on peut rire de la gauche? Non, les gens de droite, taisez-vous. Non, surtout quand on connaît l'hypersusceptibilité des gens de gauche, leur manque d'autodérision, leur goût pour la victimisation et leur difficulté à se confronter à la contradiction, je me dis, vaut peut-être mieux y aller doucement au début. Changement de salle, changement d'ambiance, puisque Sophia Aram nous emmène maintenant rive gauche au Lucernaire pour découvrir Voyage en comédie, le spectacle de Thomas Croisière. Rouler à la main sous les aisselles. Plutôt que de se moquer du monde d'après, lui préfère s'amuser du cinéma d'avant, de l'époque bénie où la France caracolait en haut des box-office avec des comédies burlesques et populaires. Alors Thomas, un petit peu de sérieux. On était en train de papoter. Ce spectacle, c'est un peu une masterclass personnelle. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de titres de films dont vous parlez, nous expliquer surtout pourquoi vous avez choisi cela? En fait, j'ai envie de rendre à César ce qui appartient à ces films qui n'ont pas eu de César. En fait, les comédies populaires qui m'ont fait beaucoup rire. Et autant souvent on parle de cinéma, en particulier sur la radio sur laquelle je travaille, on peut parler de Jean-Luc Godard, on peut parler de François Truffaut, etc. Mais on ne parle jamais de Claude Zidi ou de Jean-Marie Poiret ou de Weber, les mecs qui ont fait Les Dîners de cons, qui ont fait Les Bronzés, qui ont fait des films qui nous ont tous fait rire et réunis. Et je trouve qu'il y a autant d'ambition dans leur cinéma que dans le cinéma de Jean-Pierre Melville, par exemple. Donc l'idée, moi, c'était de leur rendre justice en parlant de leur cinéma et surtout en se marrant. Earth, Wind & Fire, qui est d'ailleurs un groupe qui a été monté en hommage à Michel Sardou. Earth, terre, fire, brûlé, wind, au vent. Earth, Wind & Fire, terre brûlée au vent, c'est évident. Et c'est dans cette séance-là du dimanche soir que j'ai découvert Le Splendide. C'est là que j'ai découvert Aldo Macione, c'est là que j'ai découvert Les Soudoués. Dans son spectacle, il cite Henri Salvador qui dit la chose suivante: il faut rigoler avant que le ciel nous tombe sur la tête. J'imagine que vous êtes d'accord. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. J'adore l'écouter parler de cinéma. Je trouve que c'est une des personnes qui parle le mieux d'un cinéma que je connais et dont je suis très contente qu'on lui redonne ses lettres de noblesse. En préparant cette émission, quand vous nous avez dit que vous vouliez nous le présenter, je me suis dit que vous alliez nous présenter un dangereux usurpateur. Parce que d'abord, il a emprunté son nom à Tom Cruise. Ça, c'est la première des choses. Pourquoi ce ne serait pas l'inverse? On ne sait pas. Voilà. On sait pas. Personne ne sait. C'est vrai. Non, mais oui. C'est vrai, personne Et ne sait. ensuite, Thomas Croisière s'appelle d'abord
Édouard Dupré. Et Édouard Dupré, il est producteur, il est scénariste, il est comédien, Contorsionniste. il est contorsionniste, humoriste aussi. Il fallait bien 2 personnes pour abriter tout ça. Ouais, bah, c'est un petit peu comme Jean-Philippe Smet et Johnny Hallyday. Bien ça. Toute proportion. C'est-à-dire, tu as le chanteur Johnny Hallyday et le philosophe Jean-Philippe Smet. Et donc moi, je suis un peu ces 2 personnes, moins Laetitia. Ouais, alors pourquoi vous avez changé de nom quand même? Non, mais c'est tout simple, c'est parce que à un moment, je voulais participer à une émission de Jacques Martin qui cherchait des jeunes talents, qui s'appelait Sous vos applaudissements. J'ai envoyé une vraie candidature sous mon nom d'état civil avec des photos de moi et mon CV et je n'ai jamais été rappelé. Et j'ai envoyé des photos de Tom Cruise en me disant c'est drôle de traduire Tom Cruise en français, ça fait Thomas Croisière. Et j'ai été rappelé. Et donc ma première télé, c'était sous le nom de Thomas Croisière et j'ai Jacques Martin qui est au Théâtre de l'Empire qui fait Thomas Croisière, quel drôle de nom. Et c'est devenu mon nom d'artiste. Ouais. Comme quoi l'humour mène à tout. Hein. Ça marche. Ou faire anglais deuxième langue. Sophia, merci. On vous retrouve en tournée. Thomas, encore un peu ici au Lucernaire, en tournée également. Fin de cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site internet. Et puis, on vous attend nombreux sur le compte Instagram, le Paris des Arts Off. Merci. C'était C'était parfait. super, c'était dingue. Merci Valérie. Ça va. Merci. Merci à vous. Merci à vous.